À la une, c'est un stade rempli comme un œuf. Les jeunes catholiques et les catéchistes ont répondu en grand nombre à l'invitation du souverain pontife. Les échanges ont porté essentiellement sur le rôle que doit jouer la jeunesse dans le redressement de la nation. Et avant les jeunes, François était mercredi face aux victimes des atrocités des rebelles dans l'est de la RDC. Les témoignages poignants ont ponctué ces échanges. Le pape a appelé à faire taire les armes. Et justement, que retenir de la visite officielle du pape François en RDC? Jean-Marie Kassamba réunit autour de lui ce soir à partir de 20h dans un plateau spécial la crème des journalistes congolais pour débattre sur ce que peut apporter les différents discours du pape dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Et dans le monde, la Russie a célébré ce jour avec faste le 80e anniversaire justement de la fin de Stalingrad qui a conduit à la victoire sur l'Allemagne nazie. À l'occasion, un buste du héros Staline a été inauguré dans cette ville autrefois appelée Volgograd. Bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. Le pape François a rencontré ce jeudi les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs au 3e jour de sa visite en RDC. C'est un stade bondé et des personnes surexcitées qui ont échangé avec le souverain pontife. Le chef de l'Église catholique a rappelé aux jeunes leur rôle dans le redressement de la RDC. Au 3e jour de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a été accueilli dans une ambiance exaltée ce jeudi matin à Kinshasa par des dizaines de milliers de jeunes dans l'espoir d'un message de paix, sachant que la République démocratique du Congo est en proie à des violences endémiques, surtout dans sa partie orientale. Le chef spirituel de l'église catholique est arrivé peu après 9h du matin au stade des Martyrs à bord de sa papa mobile en saluant et bénissant la foule qu'il a acclamée avec des chants et cris. Selon les administrateurs de cette enceinte sportive, les portes ont été ouvertes dès 3h du matin et beaucoup de jeunes attendaient un message de réconciliation et d'entente. Au moment où les conflits, les chômages et luttes de pouvoir assombrissent l'avenir du pays, où environ 60% des habitants ont au moins 20 ans. Dans les tribunes, des milliers d'adolescents, des étudiants, mais aussi des parents chantaient en frappant de main au rythme des tambours, et plusieurs d'entre eux étaient vêtus en t-shirt à l'effigie de Georges Bergoglio, premier pape à visiter le pays depuis Jean-Paul II en 1985. Le souverain pontife s'est également indigné de l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de la RDC, où les violences des groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres sur les routes. Le pape François devrait lui-même se rendre dans l'est du pays, à Goma, mais cette étape a été annulée en raison des risques de sécurité. Et en réaction, plusieurs personnes se sont montrées réconfortées par la visite du pape François en RDC. Les jeunes ont présenté leurs attentes et desiderata au souverain pontife. On les écoute. Nous attendons un message de mobilisation, un message où le pape va demander à tous les jeunes Congolais de s'approprier de ce diamant qu'est le Congo. Il a dit dans son message devant les politiques que le Congo est comparable à un diamant. Un diamant reçoit beaucoup de coups. Un diamant résiste. Mais un diamant, lorsqu'on donne la forme, il brille et il est le joyau. Et ici, le pape vient pour exhorter les jeunes à se prendre en charge, à prendre l'avenir de ces pays entre leurs mains, pour que, malgré tout ce qu'ils ont comme problème actuellement, qu'il y ait une résilience pour l'avenir et que ces pays puissent aller de l'avant, parce que le Congo est au cœur de l'Afrique. Plus on va exhorter la jeunesse à se prendre en charge, plus la jeunesse va prendre conscience, le Congo va devenir une grande puissance au cœur de l'Afrique. Je suis content que le pape ait donné un message d'espoir à la jeunesse congolaise et surtout à la jeunesse de l'Est.
que nous devons vivre dans l'unité, l'espoir que ce Congo se relèvera un jour. Et, nous sommes contents que le chef de l'État ait donné assez de moyens au ministère des Sports qui est dirigé par son Excellence Serge Condé, assez de moyens pour pouvoir mettre tous ces jeunes qui sont venus de partout, qui sont installés ici confortablement. Je crois que c'est un bon sentiment pour moi. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'accueillir les papes chez nous et surtout la jeunesse aujourd'hui qui a été exaucée ici au stade de Martyrs. En tout cas, cette exhortation du pape qui nous enseigne d'éviter la corruption à tous les niveaux et que nous puissions en tout cas nous aimer nous-mêmes, nous réconcilier avec nous-mêmes et aimer tout celui qui nous a fait du mal. Et c'est ce qui fait que nous, cette joie immense que vous avez vue au stade d'aujourd'hui. C'est un moment important parce que les jeunes constituent plus de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle très important sur tout ce qui se passe au pays, surtout sur les questions de paix et sécurité, les développements. Donc c'est aussi un moment de pouvoir... Et qu'est-ce que la visite du pape peut réellement apporter, notamment dans la résolution de la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la RDC? Ces déclarations peuvent-elles impacter positivement en vue du retour de la paix? Élément de réponse avec Christian Kalonji dans ce dossier de la rédaction. La visite du pape François est perçue diversement par la population congolaise, particulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités des groupes armés depuis plus d'une décennie. Si pour certains, elle tombe à point nommé et suscite des lueurs d'espoir dans les chefs des plus démunis, pour d'autres par contre, elle vient renforcer la lutte contre l'impérialisme occidental qui s'illustre par des pillages illicites des minerais, provoquant ainsi l'écoulement du sang des innocents. Dès sa prise des paroles, que ce soit au Palais de la Nation, à l'aéroport de Ndolo ou encore devant les victimes de la guerre de l'Est, le pape François n'a eu de cesse de dénoncer avec des mots forts et très clairs les implications extérieures dans la spirale des violences qui frappent l'Est de la République démocratique du Congo. Ces déclarations, qui se joignent aux plaidoyers menés par la société civile depuis des années, vont-elles faire bouger les lignes au regard de l'influence du pape sur la scène internationale? Vont-elles pousser les véritables commanditaires à renoncer à leurs ambitions belliqueuses sur la République démocratique du Congo? Pour Georges Kapiamba, les déclarations du pape vont certainement impacter, mais Kinshasa devrait les capitaliser. Les lignes doivent bouger et avec ce que le Saint-Père a dit ici chez nous, les lignes devront bouger et c'est, comme je l'ai dit, c'est à nous maintenant de faire le suivi. Mais quelles sont les retombées de ces déclarations sur la scène internationale? Le pape François a été extrêmement précis dans ses griefs, mais surtout, c'est un appel à la responsabilité. Autre chose à présent, c'est l'une de rares provinces à avoir fait ce geste. En séjour à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba a remis de manière symbolique le cadeau de sa province au pape François. C'est le nonce apostolique qui a reçu cela en présence de l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. En prélude de la visite officielle du pape François dans la capitale de la RDC et profitant de sa mission à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a présenté à l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, différents cadeaux de la province du Lualaba. Il s'agit d'une croix en cuivre fabriquée à Kolwezi, des tasses, des agendas, des chapelets, des polos, des chemises, des sacs, des drapelets, des horloges à l'effigie du pape François. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, Jules Kabouit, commissaire général du gouvernement provincial en charge de la fonction publique, Mathieu Kazembe-Swana, ministre provincial du budget, l'évêque Richard Kazadi n'a pas caché la joie et la fierté que s'offre le Lualaba dans l'accueil du souverain pontife. Juste après, la délégation Masuka s'est dirigée au siège du nonce apostolique à Kinshasa pour déposer de manière symbolique les cadeaux du Lualaba au nonce apostolique Monseigneur Hector Balestrero. Agréablement surpris, l'ambassadeur du Vatican en RDC a remercié le geste du peuple lualabais et de la gouverneure Masuka. Madame la gouverneure, un grand remerciement au ministre, une grande salutation à toute la population de Lualaba qui est très bien représentée ici, avec le désir de faire vraiment
comprendre la chaleur et l'affection de tous les Congolais qui se sentent visités par le pape. Donc salutations à tous et merci à tous. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la province du Lualaba s'est fortement engagée dans la réussite de l'accueil du pape François en République démocratique du Congo. Et ce sont des témoignages indescriptibles tant ils sont poignants. Le pape François a longuement échangé hier avec les victimes de la barbarie, de l'activisme rebelle dans l'est du pays. Ces personnes ont décrit leur quotidien alors qu'elles coupissaient sous la violence de leurs bourreaux. Le pape a appelé à faire taire les armes. Et prenez ce rendez-vous alors que sa visite se termine demain à Télé 50. Nous décryptons déjà que retenir du séjour du pape en RDC. Jean-Marie Kassamba reçoit à partir de 20h de ce jeudi des éminents journalistes et éditorialistes pour passer au peine fin cette visite historique 38 ans après la visite de Jean-Paul II. Ils seront de la partie Jérôme Sekana, Willy Kalingai, Marcel Ngoï, Jean-Marie Bakoumania et le journaliste et éditorialiste José Nawesh. Et retour du calme dans la province de l'Ituri, à Jalasiga, près de Djougou. La population qui a subi des menaces des groupes armés vient de voir un déploiement militaire arriver sur place. Tous les habitants ont salué ce déploiement qui, non seulement apporte un ouf de soulagement, mais aussi fait sentir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Les précisions au téléphone avec Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans ce secteur. Les forces armées ont maîtrisé la situation dans la localité de Jalasiga et ses environs en chefferie des Alours d'Ouganda, en territoire de Mahagi. Après des tensions communautaires et des représailles de groupes armés, auteurs des atrocités en Ituri, alors les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkanshamadjoni, les ordres ont été donnés clairs et l'exécution a été également exécutée sans faille, où les éléments de forces armées ont été déployés dans cette localité sous la conduite également de l'administrateur du territoire de Mahagi. Actuellement, les activités socio-économiques sont au beau fixe, même scolaires, et donc tout est revenu normal comme auparavant. Tel a été l'effet final recherché par le gouverneur militaire lorsqu'il a tenu des réunions de commandement pour essayer d'apporter solution aux problèmes de nos compatriotes des territoires de Mahagi. Actuellement, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, demande à toute la population, celle de Mahagi en particulier, de cultiver l'esprit de la paix, de privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. Et le gouvernement de la RDC envisage d'envoyer 10 000 agents publics à la retraite d'ici la fin du mois de mars. C'est ce qu'a révélé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou dans son adresse à la presse sur l'état des lieux de la première et deuxième vague de cette même opération. Les perspectives de la troisième vague, les mesures d'encadrement en faveur des agents retraités font l'objet et partie justement du plan quinquennal. Je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague, visant le départ de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023. Puis une quatrième vague de 5 000 agents en fin juin, suivie d'une cinquième vague de 5 autres 000 agents. Et puis une sixième de 10 000 agents, successivement en septembre et en décembre 2023. La mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités ayant été affectées in tempore non suspecto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Conformément aux souhaits du président de la République,
ce rajeunissement sera compétitif afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Le fils ou la fille d'une maman maraîchère doit avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle d'un membre du gouvernement ou d'un haut fonctionnaire. C'est aussi cela, la promesse républicaine, portée par les principes l'égal accès aux fonctions publiques. Le processus de concours qui sera d'une transparence absolue. Et dans la province du Haut-Lomami, la gouverneure Isabelle Kalenga a commencé la distribution de la farine de maïs produite sur place, commençant justement par les agents de l'État et les groupes vulnérables. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la faim prônée par le chef de l'État. Constipée de l'esprit de voir les prix des vivres baisser sur les marchés de sa province, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a amorcé la distribution de la farine de maïs. Une distribution qui a commencé par les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Les bénéficiaires ont salué le leadership féminin. Nous remercions grandement le gouvernement Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Une fois dans les Haut-Lomami, on distribue la farine aux travailleurs. En dehors que les travailleurs vont bénéficier, de toutes les façons, ça va aussi essayer d'endiguer les prix des maïs sur les marchés. Pour la patronne de la province du Haut-Lomami, c'est quand il y a afflux des produits sur les marchés, le prix baisse au profit de la population locale. Nampigia asante sana, tunaomba ya kama ile roho ya zazi endelee ashirudie kumkongo. Ni na furaha mwenye sana na bintu tunataka kuwajia mais vinaonekana kwa wakati hatuanzi kuwajia. La distribution du gouvernement Mushimbi en semoule de maïs va s'étendre au sein de la population locale, des prisons ainsi qu'aux groupes vulnérables. Et des entrepreneurs évoluant dans différentes provinces et secteurs ont répondu présents à l'invitation du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katem a tenu à écouter les doléances afin de trouver les solutions qu'il faut. Les entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de la sous-traitance, tout secteur confondu à travers la République, sont venus répondre ce jour à l'invitation du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal. Parmi eux, les clubs, collectifs et associations des opérateurs économiques, représentés notamment par la FNGEC, l'AST, le COGEST, la Coupe Emeco, les clubs de sous-traitants, le FENAPEL ainsi que la FEC. En effet, pour attaquer le taureau par ses cornes, Miguel Katem Kachal s'est proposé d'écouter en profondeur les doléances des entrepreneurs qui exercent leurs activités dans la sous-traitance afin de bien pouvoir remédier à chaque problème des manières proportionnelles. À cœur ouvert et en toute convivialité, ils se sont exprimés devant le patron de la RSP qui leur a prodigué des conseils d'expérience avant d'envisager d'énormes changements positifs dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Une séance de travail très enrichissante. Nous croyons que le président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la République prennent à cœur cette question de la sous-traitance. Saisissons la balle au bon, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo et les structures partenaires venues de plusieurs provinces du pays ont formulé d'un commun accord une proposition de cahier de charges qui reprend succinctement la problématique du marché de la sous-traitance tournée vers les étrangers à l'intention de la RSP. La FNGEC et ses partenaires suggèrent une collaboration étroite avec la RSP pour surmonter les difficultés et que l'ARSP puisse nous accompagner cette année. L'on peut dire désormais que cette rencontre inaugure un nouveau départ en termes de partenariat entre l'ARSP et les sous-traitants. La délégation du Haut-Katanga représentant le COGEST a pour sa part remis les présents et une canne sculptée des images symboles du pouvoir au DG Miguel Katem Kachal qui leur a réitéré son accompagnement à cœur joie. Et dans l'actualité en Afrique, à présent, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée équatoriale, une femme est nommée première ministre. Manuela Roca Botei a été nommée hier dans un décret présidentiel de Teodoro Obiang Nguema, lui confiant la charge du gouvernement. Benjamin Mouyada. Pour la toute première fois à Malabo, c'est à une femme que le président Teodoro Obiang Nguema
a confié les rênes du gouvernement. Manuela Rocabotei a été nommée première ministre de Guinée équatoriale et devient la première femme de l'histoire de ces petits pays d'Afrique centrale à occuper ces fonctions. Je nomme Madame Manuela Rocabotei, première ministre du gouvernement chargée de la coordination administrative, a écrit le président Teodoro Obiang Basogo dans un décret lu à la télévision nationale. La concernant, Manuela Rocabotei est vice-doyenne de la faculté de lettres et des sciences sociales de l'Université nationale de Guinée équatoriale. Elle a fait son entrée au gouvernement en août 2020 en tant que ministre délégué à l'éducation nationale et à l'enseignement universitaire et au sport. Pour la petite histoire, la Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par M. Obiang qui détient le record mondial des longévités au pouvoir pour un chef d'État encore vivant hors monarque. Obiang Nguema avait pris le pouvoir par un coup d'État dans ce pays indépendant de l'Espagne depuis 1968. Et la Russie a célébré ce jeudi les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et symbole du patriotisme prôné avec une force redoublée par Vladimir Poutine en pleine offensive en Ukraine. À l'occasion, un buste de Staline a été inauguré dans la ville. La ville russe de Volgograd a inauguré mercredi 1er février un buste de Staline. À la veille du 80e anniversaire, ce genre de monument à la gloire de celui qui a dirigé d'une main de fer l'Union soviétique pendant 30 ans et qui incarne la victoire sur l'Allemagne nazie, mais aussi un régime de terreur qui a fait de millions de victimes, de morts côté soviétique, à un tournant dans la Deuxième Guerre mondiale qui marqua le recul de troupes nazies. Certaines statues avaient bien refait leur apparition dans les années 1990, parfois dans le siège de partis communistes dans le petite ville, mais en tout cas jamais dans un cadre aussi solennel avec des discours d'élus, musique aux haut-parleurs et dépôt de bouquets de fleurs rouges au pied de statues. Ils ont inauguré 2 autres bustes de chefs militaires célèbres pour leur rôle dans la bataille mythique, Zhukov et Alexandre. Sur le parvis, de blindés et de avions d'époque, le long de rives d'une Volga blanchie par le gel. Ils étaient plusieurs centaines à la mi-journée, une poignée de vétérans, de familles, un mouvement de gêne patriotique. Cette inauguration intervient également alors que le Kremlin n'a cessé de présenter son offensive contre l'Ukraine comme une opération de dénazification dans la lignée de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, de commémoration auquel a pris part Vladimir Poutine. Et en sport, à présent, le décor est déjà planté pour la clôture de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le pays organisateur a déjà choisi les artistes qui vont agrémenter cette finale. Il s'agit de l'Algérino et de Zao sur terrain. Cette finale mettra aux prises les Fennecs d'Algérie aux Lions de la Teranga du Sénégal. Les 2 équipes ont respectivement éliminé le Niger et Madagascar. Le match entre les Lions de la Teranga et le Barea ne s'est joué qu'en 5 minutes. Les hommes de Pape Thiaw concrétisaient leur domination dès l'entame de la partie en ouvrant le score par l'entremise de Pape Diallo sur un centre de Mamadou Sané. Très impressionnante, depuis le début de la compétition, l'attaque malgache sera muselée par la défense sénégalaise. Dominateur de cette deuxième partie, les Lions de la Teranga ont loupé plusieurs fois l'occasion de faire le break dans ce match. C'est sur le score d'1-0 que le Sénégal va obtenir son ticket pour la finale et va affronter ce samedi l'Algérie. Le pays organisateur a surclassé le Niger au stade d'Oran en lui donnant une manita. Le match était déjà plié en première période quand le Fennec s'est baladé face au MENA en marquant 4 buts avant d'aller en pause grâce à Ayoub Abdelawi Aymen Mayous qui a signé au passage un doublé et un autre but de Boureima Katakore qui marquait contre son camp.
Déjà déboussolé, le Niger ne saura pas revenir dans le match et finira par prendre un 5e but à la 83e minute de jeu. C'est samedi, l'Algérie et le Sénégal iront chercher leur premier trophée du championnat d'Afrique des Nations au stade Nelson Mandela d'Alger sous le coup de 20h30. Et pour terminer, c'est depuis hier que le go de la Coupe du Monde des clubs a été donné au Maroc. Place au rappel des titres à présent. Et c'était un stade rempli comme un œuf. Les jeunes catholiques et les catéchistes avaient répondu en grand nombre à l'invitation du souverain pontife. Les échanges avaient porté essentiellement sur le rôle que doit jouer la jeunesse dans le redressement de la nation. Et bien avant ces jeunes, François était mercredi face aux victimes des atrocités des rebelles dans l'est de la RDC. Des témoignages poignants ont ponctué ces échanges. Le pape a appelé à faire taire les armes. Et en effet, que retenir de la visite officielle du pape François en RDC? Jean-Marie Kassomba réunit autour de lui ce soir, à partir de 20h, la crème des journalistes congolais pour débattre sur ce que peut apporter les différents discours du pape dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Et en Afrique, la Russie a célébré avec faste le 80e anniversaire de la fin de la bataille de Stalingrad qui a conduit à la victoire sur l'Allemagne nazie. À l'occasion, un buste du héros Staline a été inauguré dans cette ville autrefois appelée Volgograd. La revue de presse, c'est dans un instant. Et comme tous les jeudis, nous allons lire les journaux avec Bédrine Kenge qui est déjà là. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan, merci. Les journaux parus ce jeudi reviennent essentiellement sur les différentes activités de François. Tout à fait. Vu que le Saint-Père se déploie dans diverses activités pendant son séjour en RDC, les médias congolais se sont plus attardés sur le message phare du pape François relayé par la prospérité dans sa page 3. Retirez vos mains de la RDC et de l'Afrique car elles ne sont pas une mine à exploiter. C'est la phrase la plus commentée. Et après, c'est celui du discours du cardinal Fridolin Mbongo qui a peint un tableau sombre de la RDC devant le pape hier à l'aérodrome de Ndolo. Forum des As a repris les premiers mots de l'archevêque métropolitain de Kinshasa au chef de l'église catholique. Le peuple qui vous accueille souffre dans son corps et dans son âme. Et José Nawesh, dans son édito, compare un tout petit peu les discours du pape François à celui du cardinal Fridolin Mbongo qu'il titre la métaphore du pape et les parlers crus du cardinal. Quels sont ces Congolais normalement constitués qui ne verraient pas les portraits robots des dirigeants zaïro-congolais dans ce tableau brossé à grands traits par François? Et lorsque l'évêque de Rome invoque et évoque les très lointains, évêque plutôt Hippone, Saint-Augustin natif d'Afrique, il n'y a pas mieux pour interpeller les hommes forts du continent. Si la justice n'est pas respectée, que sont les États? Sinon, de bandes de voleurs, le parler cru ou le franc-parler, c'est bonnet blanc et blanc. Bonnet de l'archevêque métropolitain de Kinshasa a sonné comme l'ultime toussaint d'une église qui, de par sa vocation, n'a pas à caresser les gouvernants dans le sens du poil. Et en réaction au discours du pape François, Adolphe Muzito a salué ses discours pour lui qui demeure fidèle aux idéaux progressistes de liberté, d'indépendance et de justice sociale qui ont caractérisé le parcours du pape François. Nous renseigne cette fois-ci topdirect.net qui évoque aussi les remerciements du président du parti politique Nouvel Élan. Et pour certains pères catholiques, comme Jésus-Christ il y a des milliers d'années, le pape est venu comme un pèlerin de réconciliation et de paix, souligne les quotidiens Forum des As dans sa page 3. Et dans son homélie d'hier, Gaëtan, il avait utilisé 36 fois le mot paix et 15 fois celui du pardon. Profitant de la visite papale à Kinshasa, le Forum des As, Forum des intellectuels plutôt congolais de l'étranger, plaide pour la création d'un tribunal spécial pour l'Est de la RDC.
Et à en croire la prospérité, cette structure recommande au pape de donner tout son soutien à la demande des Congolais pour y parvenir justement. Et lors de la Sainte Messe hier, un faux prêtre a été arrêté alors qu'il tentait de traverser la sécurité mise en place par les comités d'organisation de la messe papale dite hier mercredi par le souverain pontife, nous signale une.cd. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, mais signalons que ce n'est pas une première pour l'Église catholique lors de ces grands événements. La même scène s'est produite en juillet 2021 lors des obsèques de Monsieur Laurent Mosengo, le feu cardinal. Oui, autre chose à présent, Bédine Kenge, on va terminer justement avec ce geste éco-citoyen des jeunes de la province du Sud Kivu. La campagne de collecte des déchets plastiques au bord du lac Tanganyika a été lancée le 29 janvier dernier dans la ville d'Ouvira, au Sud Kivu. C'est par l'organisation jeune écologiste dénommée Gécolo, avec comme objectif principal zéro plastique aux abords du lac Tanganyika. Le compostage de ces déchets, la plantation d'arbres figurent aussi parmi les missions qui s'est assignée cette organisation pour protéger justement l'environnement. Et Gécolo est une initiative du chœur de petits chanteurs de la paroisse Notre-Dame aux larmes de Moulongwe. Gaëtan, je crois que ces genres d'initiatives devraient inspirer aussi d'autres jeunes d'autres provinces et pourquoi pas se pérenniser en vue de lutter contre les inondations et sauver notre terre qui est polluée par des déchets plastiques. Mais vous savez bien, Kinshasa est un peu l'épicentre de l'insalubrité. On en a besoin dans notre capitale. Oui. Merci Bédine pour cette revue de presse. Merci à vous aussi. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.